L'automne à Boston est bref. Par un après-midi d'octobre, alors que le vent froid commençait à disperser les feuilles des arbres de la rue, Emily Watson, infirmière à l'hôpital central, était sur le point de terminer sa longue nuit de garde. Après avoir vérifié une dernière fois les dossiers de ses patients et passé le relais à l'infirmière de la garde suivante, elle se dirigea vers le vestiaire. Encore une journée difficile, Emily, dit Jennifer, une infirmière expérimentée. Des projets pour le week-end? Passer du temps avec la famille, Emily sourit et secoua la tête. Non, ma mère et ma sœur vont faire du shopping à New York demain. Je serai à la maison à affronter une montagne de lessive. Tu as toujours l'air de prendre en charge toutes les tâches ménagères, dit Jennifer avec des yeux compatissants. Ne prends-tu jamais un peu de temps pour toi? C'est bon, j'y suis habituée, Emily haussa les épaules. Elle ne le dit pas à voix haute, mais prendre soin de sa famille était devenu son habitude. Dans le foyer Watson, il était tenu pour acquis qu'Emily s'occuperait de la plupart des corvées. Emily quitta l'hôpital et retourna à son immeuble d'appartement solitaire. Son appartement était modeste mais propre. Le réfrigérateur était orné de nombreuses cartes postales de son père, tenues par des aimants. Londres, Paris, Rome, et des noms de villes marquant ses voyages professionnels. Thomas Watson était un cadre dans une grande société de négoce et voyageait fréquemment à l'étranger. Il avait une personnalité calme et rationnelle, mais il avait toujours considéré Emily comme spéciale. Quand Emily décida de devenir infirmière, il fut le seul à soutenir la décision de sa fille. Le téléphone sonna et Emily se précipita pour répondre. C'était sa mère, Martha. Emily, te souviens-tu du dîner de demain soir? L'ami designer de Kate vient, alors rentre avant 18h. Oui, je me souviens. Avez-vous terminé les courses? Oh, eh bien, dit Martha maladroitement. Kate et moi avons décidé d'aller faire du shopping à New York demain après-midi. Nous serons de retour le soir, mais pourrais-tu t'occuper des courses et de la préparation du dîner? Emily réprima un soupir. D'accord, j'ai pris congé, alors ça va. Merci, comme toujours, Emily. Tu es toujours si fiable, dit Martha. Puisque tu es infirmière et indépendante, ces choses ne sont pas un problème pour toi. Kate est encore en train d'établir sa carrière, alors le réseautage est important pour elle. Après avoir raccroché, Emily s'enfonça dans le canapé. Sa sœur, Kate, travaillait comme décoratrice d'intérieur indépendante. Talentueuse, charmante et sociable, Kate était la préférée de ses parents. Sa mère, en particulier, montrait un vif intérêt pour le succès social de sa fille. Le téléphone portable d'Emily sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était un appel vidéo de son père. « Emily, comment vas-tu » Le visage de Thomas apparut à l'écran. Il semblait appeler d'une chambre d'hôtel. « Je vais bien, papa. Où es-tu maintenant ?»« Paris, je prévois de prendre l'avion pour Bruxelles demain. » Thomas montra une expression fatiguée mais sourit. « Un nouveau projet a commencé. On dirait que je vais faire un long voyage en Europe. »« Combien de temps » demanda Emily avec inquiétude. « Environ 3 mois, je dirais, » dit Thomas en s'excusant. « Je suis désolé de ne pas être de retour pour ton anniversaire. »« Ne t'inquiète pas pour ça. Le travail est-il difficile ?»« Oui, mais je t'appellerai certainement. » L'expression de Thomas devint sérieuse. « Emily, contacte-moi immédiatement si quelque chose arrive. À n'importe quel moment, ça va. » « Je comprends. » Emily sourit. La gentillesse de son père lui réchauffa le cœur. « Et s'il te plaît, prends soin de Martha et Kate aussi. »« Elle serait perdue sans toi, » dit Thomas en plaisantant, mais il y avait de la vérité dans ses paroles. « Bien sûr, comme toujours, » répondit Emily légèrement. La semaine suivante, Thomas partit pour l'Europe. Emily reprit sa routine chargée, alternant garde de nuit et de jour. À la maison, les tâches ménagères pour sa mère et sa sœur l'attendaient toujours. Sa présence était tenue pour acquise, et ses efforts étaient rarement reconnus. Puis vint le jour fatidique. Par une froide soirée pluvieuse de début novembre, Emily quittait l'hôpital après avoir terminé sa garde de nuit. Alors qu'elle traversait une intersection, son corps épuisé, un gros camion qui aurait dû s'arrêter au feu rouge vint en dérapage vers elle. Avec l'impact vint l'obscurité. La conscience d'Emily revint par intermittence. C'était comme être sous l'eau. Des gens s'agitaient autour d'elle, et des voix pouvaient être entendues de loin.
Le service des urgences de l'hôpital central était rempli de tension. Le personnel médical travailla d'un seul bloc pour sauver la vie de leur collègue, Emily Watson. C'est Watson. Elle rentrait chez elle après sa garde de nuit, s'exclama le docteur Martin, chef du service des urgences, en la reconnaissant. Contactez sa famille. À partir du dossier personnel d'Emily, le numéro de téléphone de sa mère Martha fut trouvé comme contact d'urgence. Une jeune infirmière composa le numéro avec des mains tremblantes. Dehors, il faisait encore nuit avant l'aube. Bonjour, Madame Watson, ici le service des urgences de l'hôpital central. Votre fille, Emily, a eu un accident de la route. À l'autre bout, Martha répondit d'une voix endormie. Emily? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est dans un état critique. Pourriez-vous venir à l'hôpital tout de suite? Après un moment de silence, une réponse inattendue revint. Je suis en train de promener le chien de ma sœur, donc je ne peux pas. Je pourrais peut-être venir dans l'après-midi. La jeune infirmière écouta avec incrédulité et demanda à nouveau, Madame, votre fille est dans un état très dangereux. Elle a de multiples traumatismes et elle saigne. Pourriez-vous venir s'il vous plaît tout de suite? Je vous ai dit que je ne pouvais pas pour l'instant. La voix de Martha contenait de l'irritation. Le caniche de Kate a un emploi du temps strict. De plus, Kate et moi avons prévu d'aller à New York cet après-midi. L'appel se termina. La jeune infirmière était abasourdie. Elle rapporta la situation au docteur Martin. Le médecin fronça les sourcils, mais le traitement de la patiente était la priorité. Maintenant, essayons de rappeler plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le sauvetage de sa vie. Emily fut emmenée en salle d'opération d'urgence. Ruptures internes, fractures multiples, traumatisme crânien. Son état se détériorait de minute en minute. L'opération dura 6 heures. Quand elle se termina, il était déjà midi passé. Le docteur Martin appela Martha à nouveau. Cette fois, il expliqua la situation d'un ton sévère. Madame Watson, l'état de votre fille est extrêmement critique. Elle a de multiples fractures, des blessures internes et un édème cérébral. Je vous recommande fortement de venir le plus tôt possible. Je comprends, répondit Martha sèchement, mais il n'y eut pas d'autre réponse. Emily fut transférée en USI. Seules des machines et des supports de perfusion entouraient son lit. Il n'y avait aucun signe de famille. Au lieu de cela, ses collègues infirmières se relayèrent à son chevet, lui tenant la main. Emily, peux-tu m'entendre? Nous sommes là avec toi, murmura Jennifer à son oreille. Accroche-toi. Tu peux certainement surmonter cela. Alors que la nuit s'épaississait, Martha et Kate n'étaient toujours pas apparues. Quelqu'un suggéra de contacter Thomas en Europe, mais son numéro n'était pas répertorié dans les contacts d'urgence enregistrés par Martha. Le téléphone portable d'Emily avait été brisé en même temps que son sac sur le lieu de l'accident. Dans l'après-midi du deuxième jour, Martha et Kate se présentèrent enfin à l'hôpital. Les deux portaient des sacs de shopping de marque de créateurs et avaient l'air mécontentes des restrictions de visite de l'USI. Seulement 15 minutes? Vous plaisantez. Nous sommes revenus de New York juste pour ça, se plaignit Kate à l'infirmière. Martha et Kate revêtirent des vêtements de protection et furent guidés jusqu'au chevet d'Emily, accompagnée par Jennifer. Emily était connectée à un ventilateur, son visage enflé couvert d'échymoses violettes. Son corps était entouré d'équipements médicaux attachés à divers points. Oh, quelle enfant gênante, soupira Martha. Elle se tenait au bord du lit sans toucher la main d'Emily. Ne le dis pas à ton père, ça ne fera que l'inquiéter. Chérie, guéris vite, dit Martha froidement. Nous n'avons pas le temps de prendre soin de toi. Kate regarda l'écran de son téléphone et dit, retournons vite, maman. Nous serons en retard pour le dîner avec Jeff. Avant que 15 minutes ne se soient écoulées, les deux quittèrent la chambre. Jennifer, tremblant de colère mais réprimant ses émotions en professionnelle, continua de s'occuper d'Emily. Dans sa conscience défaillante, Emily avait entendu des fragments de la conversation de sa mère et de sa sœur. Son cœur se glaça, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la froide réalité. Au milieu de cela, une question se forma dans son esprit. Pourquoi son père ne l'avait-il pas contacté? S'il connaissait la situation, il viendrait certainement en courant. Les 3e et 4e jours passèrent. L'état d'Emily fluctuait. Ses collègues continuèrent de s'occuper d'elle avec dévouement, s'asseyant à son chevet entre les gardes.
Martha et Kate ne reparurent jamais. Le soir du 5e jour, la conscience d'Emily revint légèrement. Elle appela d'une voix rauque, « Papa ». Jennifer, qui était dans la chambre, lui serra la main fermement. « Emily, peux-tu m'entendre ? Bouge ton doigt. » Emily bougea légèrement son doigt. C'était suffisant pour faire pleurer Jennifer. « Dieu merci, Dieu merci. » Jennifer embrassa doucement son front. « Nous essayons de contacter ton père, mais il est à l'étranger. » Emily referma les yeux. Cependant, son cerveau regagnait progressivement ses fonctions. Elle essaya de comprendre la situation à partir des conversations fragmentaires qu'elle entendait. Pourquoi n'y avait-il aucun contact de son père? Pourquoi sa mère et sa sœur ne l'avaient-elles pas informé? Le 7e jour, l'état d'Emily commença miraculeusement à se stabiliser. Elle pouvait respirer sans le ventilateur pendant de courtes périodes, et sa conscience devenait plus claire. Les médecins étaient stupéfaits de sa résilience. Les infirmières sont coriaces, dit le docteur Martin, ravi de sa guérison. Ta guérison est un miracle médical, Emily. Emily demanda à Jennifer du papier et un stylo. D'une main tremblante, elle écrivit une question, contactez papa. Jennifer montra une expression troublée. Ta mère a dit de le cacher à ton père, mais bien sûr, nous devrions le contacter. As-tu ses coordonnées? Emily hocha faiblement la tête et essaya d'écrire un numéro sur un autre morceau de papier. Cependant, son corps était encore faible, et le stylo glissa de sa main. Au lieu de cela, elle écrivit l'entreprise de papa. Jennifer hocha la tête en comprenant. Je vois. Thomas Watson, directeur de la succursale européenne de Global Trading Company. Je vais essayer de le trouver. Emily serra la main de Jennifer, lui transmettant sa gratitude. Dans son esprit, les paroles de sa mère, ne le dis pas à ton père, continuaient de se répéter. Pourquoi sa mère ne voulait-elle pas informer son père? Il devait y avoir une raison cachée. Et Emily prit une décision. Elle avait le droit de savoir, et son père avait le droit de connaître la vérité. Tout en forçant son corps affaibli, elle commença à élaborer un plan. Le matin du 8e jour après l'accident, le ciel de Boston était couvert de nuages plombés. Un SUV de luxe glissa dans le parking de l'hôpital central, et Martha et Kate en sortirent. Les deux se dirigèrent vers l'entrée de l'hôpital, montrant sur leur visage la fatigue de la fête de la veille. « Finissons en vite, dit Martha. Nous devons arriver à notre rendez-vous au spa cet après-midi. » Pourquoi Emily cause-t-elle toujours des problèmes? Kate soupira. Papa revient après-demain, et nous sommes dans cette situation. Le visage de Martha se crispa. Je n'ai pas parlé de l'accident à ton père. Je lui ai dit qu'elle était au lit depuis quelques jours avec un simple rhume. Mais si papa essaie d'appeler Emily directement? Le téléphone portable d'Emily a été détruit dans l'accident. De plus, papa pense qu'Emily est occupée avec les gardes de nuit, donc il ne trouvera pas étrange de ne pas pouvoir la joindre, répondit Martha. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, disons-lui que papa s'inquiète aussi pour toi et partons vite. Les deux approchèrent d'une infirmière à l'entrée de l'USI. Nous sommes ici pour rendre visite à Emily Watson. L'infirmière vérifia le dossier et montra une expression légèrement confuse. Madame Watson, par ici, s'il vous plaît. Martha et Kate suivirent l'infirmière, inconscientes de tout ce qui n'allait pas. L'atmosphère solennelle de l'USI les enveloppa. Dans d'autres chambres, des membres de la famille priaient, encourageaient, et parfois pleuraient au chevet des patients. Cependant, de telles émotions n'étaient pas visibles sur leur visage. L'infirmière s'arrêta devant un lit près de la fenêtre. Alors que le rideau s'ouvrait, Martha halta à la vue. Le lit était vide. Les draps étaient soigneusement faits, et le support de perfusion et le moniteur cardiaque avaient été retirés. Emily était introuvable. A-t-elle été transférée ailleurs, demanda Martha à l'infirmière. Sa voix contenait plus de mécontentement que de surprise. L'infirmière répondit calmement, non, elle est sortie. Sortie, s'exclama Kate. Mais n'était-elle pas dans un état critique? Le rétablissement de mademoiselle Watson a été remarquable, expliqua l'infirmière. Bien qu'elle ait été dans un état dangereux pendant un certain temps, avec sa forte volonté et sa résilience, elle a obtenu la permission de sortir hier soir. Mais où est-elle allée? Demanda Martha d'une voix confuse. Elle n'est pas rentrée à la maison. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre aux questions concernant la vie privée de la patiente, dit poliment l'infirmière.
Martha ne put cacher son irritation. Je suis sa mère. J'ai le droit de savoir. Oh, maman, regarde. Kate montra le lit du doigt. Il y a quelque chose là. Au centre du lit se trouvait une enveloppe blanche. Sur la surface, pour Martha Watson était écrit d'une écriture soignée. Martha prit rapidement l'enveloppe et en sortit un mémo. Alors que ses yeux suivaient le texte, la couleur quitta son visage. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Kate ressentit de l'inquiétude face au changement de sa mère. Les mains de Martha commencèrent à trembler. Elle s'assit au bord du lit et commença à lire d'une voix tremblante. Ah Martha, si tu lis ceci, tu es enfin venue à l'hôpital. Cela fait 8 jours depuis l'accident. Dans un accident à une intersection après ma garde de nuit, j'ai failli mourir. Même lorsque le médecin a dit cette nuit est critique, tu as dit je suis en train de promener le chien de ma sœur donc je ne peux pas venir. La voix de Martha se brisa. Kate s'assit à côté d'elle et regarda le mémo. Même pendant que j'étais inconsciente, tu n'es venue me rendre visite qu'une seule fois. Pendant cette seule visite, tu as dit ne le dis pas à ton père. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas dit à papa? Kate regarda sa mère. Maman, c'est... Martha continua à lire, se mordant les lèvres. Je me demandais pourquoi papa ne me contactait pas. Il serait sûrement inquiet. Puis j'ai réalisé la vérité. Tu ne lui avais pas dit. Le visage de Martha devint pâle, et ses mains tremblèrent plus violemment. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Alors que je commençais à retrouver mes esprits, j'ai demandé à Jennifer de contacter l'entreprise de papa. Puis un fait surprenant est apparu. Papa n'était pas en Europe, mais en Asie. Ce qu'il t'a dit était un voyage d'affaires de 3 semaines, pas 3 mois. Kate halta. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de Martha se tordit de peur, et elle arrêta de lire. Lis le reste, Kate arracha le mémo des mains de sa mère. Alors j'ai enquêté plus loin. Ton histoire sur le voyage d'affaires de papa de 3 mois était un mensonge. Pourquoi raconterais-tu un tel mensonge? J'ai trouvé la réponse. Ayant perdu mon téléphone portable, j'ai pensé à utiliser le téléphone de la maison et je suis rentré discrètement hier soir. Puis j'ai entendu ta voix venant du salon. Ta voix parlant à un homme. Martha se couvrit le visage et commença à sangloter. Thomas ne sera pas de retour avant 3 semaines, ne t'inquiète pas, disais-tu. Quand j'ai légèrement ouvert la porte du salon, j'ai tout vu. Toi, avec Joseph Baker, ton amant. Kate s'éloigna de sa mère, prenant le mémo d'une manière stupéfaite. Et puis la conversation la plus choquante a suivi. Il faut garder le secret que Kate n'est pas sa fille. L'ADN ne ment pas, as-tu dit. Le papier glissa des mains de Kate. Elle regarda sa mère avec une expression incrédule. Maman, est-ce vrai? Martha essaya de prendre la main de sa fille en pleurant, mais Kate se retira. Mon père n'est pas papa. La voix de Kate tremblait. Martha ne put répondre. Elle ramassa le mémo et lut jusqu'à la fin. J'ai rassemblé toutes les preuves. Des enregistrements de tes conversations, des copies des courriels entre toi et Joseph, et les résultats du test ADN de Kate. J'ai envoyé tout cela à papa par courrier international ce matin. Il a le droit de connaître la vérité. Au revoir, Martha, de ta fille Emily. Au moment où elle termina de lire le mémo, le téléphone portable de Martha sonna. L'écran affichait le nom Thomas. Martha essaya de répondre d'une main tremblante, mais la sonnerie s'arrêta immédiatement. Il était déjà trop tard. Emily avait révélé toute la vérité. Que dois-je faire? Martha s'effondra sur le lit. Thomas sait tout. Kate se tenait près de la fenêtre, loin de sa mère. Son monde s'était complètement effondré au cours de ces 8 jours. Dans une suite au 34e étage du Grand Hyatt Hotel à Hong Kong, Thomas Watson se tenait près de la fenêtre, contemplant le paysage nocturne animé. La restructuration de la succursale asiatique se déroulait mieux que prévu, et il finirait probablement avant le calendrier initial de 3 semaines. Il prévoyait de rentrer à Boston sur le vol de demain après-midi. On frappa à la porte, et Thomas se retourna. Entrez. Le concierge de l'hôtel entra. Monsieur Watson, un colis est arrivé pour vous. C'est du courrier international. Merci. Thomas reçut l'enveloppe marron. Après que le concierge fut parti, Thomas examina l'enveloppe. Elle avait un cachet de la poste de Boston,
et l'expéditrice était Émilie. Il sourit devant ce courrier inattendu de sa fille. Il pensa que ce devait être un geste attentionné, typique d'Émilie. Cependant, lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, son contenu dépassa de loin son imagination. Une clé USB, plusieurs photos, et une lettre d'Émilie. Il déplia d'abord la lettre. À mon cher papa, l'écriture méticuleuse d'Émilie lui sauta aux yeux. En lisant cette lettre, tu auras sûrement un grand choc, mais tu as le droit de connaître la vérité. La semaine dernière, j'ai eu un accident de la route. J'ai été gravement blessé dans une collision avec un gros camion et j'ai été entre la vie et la mort pendant un temps. La couleur quitta le visage de Thomas. Il s'assit sur une chaise. Maman ne t'a pas informé de mon accident et t'a apparemment dit qu'Émilie était au lit avec un rhume. Même lorsque le médecin a dit « cette nuit est critique », maman ne voulait pas venir à l'hôpital. Les mains de Thomas commencèrent à trembler. Le contenu était incroyable. Quand j'ai retrouvé mes esprits, je me suis demandé pourquoi tu ne m'avais pas contacté. Après enquête, j'ai appris que maman t'avait parlé d'un voyage d'affaires de 3 mois. Pourquoi raconterait-elle un tel mensonge? Et par hasard, j'ai appris la vérité. Thomas continua à lire la lettre. La découverte accidentelle par Émilie de l'infidélité de sa mère à la maison, la conversation sur le père biologique de Kate. C'était un contenu qui renversait fondamentalement les fondations de sa vie conjugale. La preuve est dans la clé USB. Des enregistrements des conversations de maman et Joseph Baker, leurs échanges de courriels, et les résultats du test ADN de Kate. Thomas inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Là, comme Émilie l'avait dit, les preuves étaient soigneusement rangées. Dans les conversations enregistrées, Martha et Joseph parlaient intimement, planifiant leur rendez-vous pendant l'absence de Thomas. L'historique des courriels documentait leur relation s'étendant sur plus de 20 ans. Enfin, il ouvrit le PDF du rapport de test ADN. Parmi les termes scientifiques, les mots « probabilité de paternité de 0% » lui sautèrent aux yeux. Thomas retourna à la fenêtre et regarda la vue nocturne. Cependant, ce que ses yeux voyaient n'était pas l'éclat de Hong Kong, mais la vue de 28 ans de vie conjugale s'écroulant. Émilie, murmura-t-il le nom de sa fille, le nom de sa seule vraie fille. Aéroport international de Boston-Logan. Thomas sortit du terminal avec une expression fatiguée. Le vol de 20 heures avait épuisé non seulement sa force physique mais aussi sa force mentale. Cependant, ce qui dominait son cœur n'était pas la fatigue mais la colère et la détermination. Ailé un taxi, il se dirigea d'abord vers l'hôpital central. Cependant, à l'accueil, on lui dit que sa fille était déjà sortie. Sortie? Mais n'était-elle pas gravement blessée? Thomas était confus. Le rétablissement de mademoiselle Watson a été remarquable, expliqua l'infirmière. Sa collègue, Jennifer Foster, a dit qu'elle prendrait soin d'elle à la maison, et le médecin a donné la permission. Thomas poussa un soupir de soulagement. Au moins sa fille était dans un endroit sûr. Il demanda les coordonnées de Jennifer, décidant de lui rendre visite plus tard. Ensuite, il prit un taxi pour rentrer chez lui. Alors que la voiture entrait dans la rue calme du quartier résidentiel UP, il sentit sa fréquence cardiaque augmenter. La maison dans laquelle il avait vécu pendant plus de 20 ans ressemblait maintenant à un endroit inconnu. Ouvrant la porte d'entrée, il entra discrètement dans la maison. Il entendait des bruits venant du salon. Martha et Kate semblaient travailler sur quelque chose. Thomas, s'exclama Martha de surprise en le voyant. Tu ne devais pas être de retour avant demain. Le travail a fini plus tôt, dit Thomas froidement. Ses yeux notèrent les valises et les boîtes éparpillées dans le salon. Vous préparez-vous à déménager? Le visage de Martha se crispa. Thomas, je n'ai pas pu répondre à ton appel. Je ne peux pas. Expliquer, la voix de Thomas était calme mais digne. Pouvez-vous expliquer plus de 20 ans de mensonges? Kate se tenait silencieusement dans le coin de la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Où est Émilie? Demanda Thomas. Je ne sais pas. Elle est sortie toute seule, balbutia Martha. Toute seule? La voix de Thomas s'éleva. Comment peux-tu dire ça après avoir abandonné ta fille qui était gravement blessée? Thomas, tu ne comprends pas. J'avais des circonstances. Ça suffit, Thomas leva la main. J'ai tout entendu d'Émilie. J'ai vu les preuves concernant toi et Joseph Baker et concernant le père de Kate. Kate renifla doucement. Je ne savais rien, papa, je veux dire, monsieur Thomas. Thomas la regarda juste un instant.
Ses yeux montraient de la tristesse plutôt que de la colère. Kate, ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Martha s'effondra sur le canapé. Thomas, s'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner? Thomas ricana. Après m'avoir trompé pendant plus de 20 ans? Après m'avoir fait élever Kate sachant qu'elle n'était pas mon enfant? Et le pire est que quand Emily, ma seule vraie fille, était sur le point de mourir d'un accident, tu l'as abandonnée. Martha ne put argumenter. Elle se contenta de pleurer. Je veux une explication, Thomas croisa les bras. Pourquoi as-tu caché l'accident d'Emily? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Martha répondit d'une voix tremblante, parce que si tu revenais, je ne pourrais pas rencontrer Joseph. Thomas resta sans voix devant cette réponse excessivement honnête. Il secoua la tête et dit doucement, Emily était ma seule fille. C'est la vérité. Il ouvrit sa mallette et en sortit des documents. Voici un accord de divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Y compris les demandes d'indemnisation, tout se déroulera comme écrit ici. Je veux que vous soyez toutes les dehors de cette maison d'ici demain. Mais où devrions-nous aller? Martha plaida en pleurant. C'est votre problème, dit Thomas froidement. Il est temps de payer le prix de 20 ans de mensonges. Il monta à l'étage dans son bureau. Fermant la porte, il libéra ses émotions pour la première fois avec un profond soupir. Il s'effondra dans son fauteuil. Sur le bureau se trouvait une photo de lui et d'Emily. C'était une photo souvenir du jour où elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Il prit la photo et traça le sourire d'Emily avec son doigt. « Emily, murmura-t-il. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » La lumière du matin filtrait par la fenêtre d'un petit appartement de Boston. Dans une chambre de l'appartement de Jennifer Foster, Emily était assise sur le canapé, lisant un livre. Son corps était encore faible, et de légères cicatrices restaient sur son visage. On frappa à la porte. Lorsque Jennifer ouvrit, Thomas Watson se tenait là. « Emily. » Thomas aperçut sa fille dès qu'il entra dans la chambre. Il s'approcha discrètement et s'agenouilla devant le canapé. « Emily, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » Emily prit la main de son père, les larmes aux yeux. « Papa, sais-tu tout? » « Oui, tout, » Thomas hocha la tête. « J'ai vu ta lettre et les preuves. Les mensonges de cette famille et que personne n'était à tes côtés pendant que tu souffrais de l'accident. Mes collègues étaient là pour moi, » Emily sourit. Comme une vraie famille. Les conséquences pour Martha et Kate furent telles qu'elle l'avait imaginé. Lorsque Joseph, l'amant de Martha, fut découvert par sa femme, il abandonna Martha et disparut. En difficulté financière, Martha commença à gagner sa vie en travaillant à temps partiel dans une boutique haut de gamme. Kate, le rapport de test ADN en main, essaya de retrouver son père biologique. Cependant, Joseph refusa de la reconnaître, la rejetant froidement par un « ne parlez pas d'erreurs passées ». La mère et la fille s'éloignèrent dans des jours remplis de reproches mutuels. La nuit de Noël, le nouvel appartement d'Emily était enveloppé d'une lumière chaleureuse. Thomas et sa fille, ainsi que ses collègues de l'hôpital, étaient assis autour de la table, profitant de la conversation avec des sourires. Une lettre arriva dans la boîte aux lettres. L'expéditrice était Martha. « Tu ne vas pas l'ouvrir » demanda Thomas. Emily secoua la tête et jeta la lettre non ouverte dans la poubelle. Le passé est terminé. Nous avons un nouvel avenir. À votre santé. Jennifer leva son verre. À la vraie famille. Tout le monde trinqua ensemble. Emily leva les yeux vers le ciel étoilé à l'extérieur de la fenêtre. Sa vengeance était complète. Elle ne laisserait plus la haine la consumeur. Tout ce qui restait était l'espoir d'un nouveau départ. La famille n'est pas juste une question de lien de sang, dit Emily doucement. C'est le cœur qui prend soin les uns des autres qui crée une vraie famille. Thomas étreignit l'épaule de sa fille et hocha la tête. Leur nouvelle histoire allait commencer à partir de là.